Merci, Président. Alors, il s'agit du rapport que nous réalisons chaque année pour présenter les actions mises en œuvre par la région pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, d'une part dans le cadre des politiques publiques dont elle a compétence, et d'autre part dans le cadre du fonctionnement de son administration en vue de faire progresser l'égalité professionnelle. Je le rappelle, en fait, la présentation de ce rapport est une obligation fixée par la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la loi du 4 août 2014. En première partie du rapport, comme dans le précédent, nous avons fait le choix de faire des focus sur des actions dans une approche transversale à l'ensemble de nos politiques publiques et en cohérence avec les priorités que nous avions fixées dans la stratégie régionale en faveur de l'égalité femmes-hommes que nous avons adoptée en session en juin 2023 et qui s'articulent, des priorités qui sont déclinées autour de 3 axes. Je les rappelle, diffuser la culture de l'égalité, du respect mutuel. Un deuxième axe autour de l'autonomisation des femmes, l'autonomie financière, notamment l'accès aux droits. Et enfin, un troisième axe pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. Dans la deuxième partie du rapport, relative à la politique des ressources humaines dans la collectivité, là aussi, bilan et perspectives autour des 5 axes qui sont inscrits au plan pour l'égalité professionnelle dans la collectivité. Et je laisserai nos collègues, à la fois Catherine Gay, conseillère déléguée, et Marc Grécourt, premier vice-président, peut-être revenir plus en détail sur cette partie du rapport. Mais ce que je veux quand même souligner, c'est vraiment l'engagement proactif de l'administration, de la collectivité, à améliorer sa politique d'avancement et de promotion interne pour réduire davantage les écarts entre agents et agentes, corriger les inégalités liées au genre et son engagement à sensibiliser les agents et les agentes pour la prévention des violences sexistes et sexuelles. Dans la première partie relative aux politiques publiques et à l'approche transversale, on ne peut que constater, et je crois que c'est une fierté aussi de notre majorité régionale, à la fois l'engagement de l'administration, mais l'engagement de l'ensemble des collègues vice-présidents et conseillers délégués, qui chacune dans ces délégations portent les enjeux de l'égalité femmes-hommes. Et puis je remercie Holding Kadar qui est arrivé depuis peu dans la collectivité et qui en très peu de temps, en un temps très contraint, a récolté les informations et rédigé ce rapport. Dans cette première partie, donc, vous avez pu voir la place importante des actions qui sont construites, menées, soit par des dispositifs portés directement par la région ou soutenus par la région en direction des jeunes. Je sais que Carole Canette y est très attentive. Et vraiment, alors que les nouvelles générations sont de plus en plus conscientisées aux enjeux de l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, de plus en plus engagées aussi sur ces questions, une partie de ces nouvelles générations est aussi plus perméable aux stéréotypes de genre et malheureusement les perpétue. On sait que le sexisme chez les jeunes progresse. Ça se traduit aussi par des violences de plus en plus présentes dès les premières relations amoureuses. Et ce constat motive d'autant plus notre action. Alors, quelques exemples, rapidement, parce que vous avez lu le rapport, et je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble des actions compte tenu du nombre. Mais s'agissant de la jeunesse et des actions en direction des jeunes, rappelez que les dispositifs Ma Région 100% Éducation, dans ces 2 volets, le volet citoyenneté et le volet santé, aux arts lycéens et lycéennes et apprentis, sont des programmes de soutien à des actions éducatives à destination des jeunes et qui, dans une large proportion, mettent l'accent sur les enjeux de l'égalité femmes-hommes. Dans le rapport, vous avez plusieurs exemples de projets qui visent à sensibiliser les jeunes au respect mutuel, à la gestion des émotions, à la prévention des violences sexistes et sexuelles, à la prostitution des mineurs.
Et plus largement, ce sont aussi de nombreuses campagnes d'information sur la contraception, sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, qui sont aussi régulièrement menées dans nos lycées à travers différents dispositifs financés par la région. Après les Jeux olympiques et paralympiques qui ont promu la parité, la région poursuit son soutien à la pratique sportive féminine. Et comme elle l'a fait en 2023, elle maintient son soutien pour la course lycéenne Run UNSS avec un budget en augmentation en 2024-2025 pour permettre l'organisation de la course, cette fois dans les 6 départements. Vraiment, l'action de la région, à chaque fois, l'ambition, c'est de mailler l'ensemble du territoire et de ne pas porter l'attention sur peut-être les lycées situés dans les grandes métros, enfin dans les grandes villes, mais vraiment de toucher l'ensemble du territoire régional. La promotion de la mixité des métiers, ça reste un marqueur fort de la politique régionale, en particulier dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelle. Jean-Patrick Gilles sorti de la salle, mais vraiment, je veux souligner l'implication forte des services pour contrer les stéréotypes de genre au moment de l'orientation scolaire et professionnelle, avec plusieurs événements qui ont été organisés en 2023. Alors, soit, encore une fois, organisés par la région ou soutenus par la région, en particulier à l'occasion du 8 mars, avec plusieurs initiatives en direction des lycéens et des lycéennes, comme la journée Science, un métier de femme, qui a permis de faire se rencontrer 150 lycéennes de lycée du Loiret, qui ont donc rencontré 20 femmes modèles d'inspiration qui travaillent dans des laboratoires, dans des entreprises de la région, pour encourager les jeunes filles à s'orienter dans les filières scientifiques et techniques. C'était vraiment une journée passionnante. Il y a eu une enquête de satisfaction qui a été réalisée à l'issue de la journée, très encourageante, et qui nous a motivés à reconduire l'événement, mais à l'étendre en 2025 à l'ensemble des 6 départements. Je voulais également souligner l'implication de la région et de son administration à l'accueil des stagiaires des élèves de seconde en juin 2023. 100 stagiaires ont été accueillis et ont bénéficié d'un temps de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, comme le sont les agents et les agentes de la collectivité. Et je trouve que c'est un effort à souligner. Au moment de la... Jamila est sortie, j'ai l'impression, je vais peut-être un peu vite là dans mon propos, mais au moment de l'élaboration de la stratégie régionale, les acteurs que nous avions rencontrés lors de la concertation avaient exprimé le souhait que la région organise de manière régulière des temps forts autour de l'égalité femmes-hommes. Et nous avions par ailleurs identifié dans la stratégie régionale, souvenez-vous, 2 thématiques sur lesquelles nous souhaitions concentrer nos efforts, la santé et le numérique. Et donc, mardi 19 novembre prochain, auront lieu les premières rencontres régionales en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et elles porteront sur le thème Femmes et numérique, une journée qui est co-organisée avec les membres du Conseil régional du numérique, avec notre collègue Guillaume Crépin, et en tant et donc Catherine Ladouce, qui est coprésidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, a accepté d'être la marraine de cette journée en tant que rapporteure du rapport sur l'invisibilité des femmes dans le numérique. Elle viendra à la fois présenter les grandes lignes du rapport, qui met en exergue la montée du sexisme, notamment chez les jeunes, via les usages et les outils numériques, et elle partagera avec nous les recommandations issues du rapport. Et c'est l'enjeu des rencontres régionales, de faire émerger les propositions d'action concrètes pour féminiser ce secteur, qui est un secteur à enjeu stratégique, c'est l'économie du futur, et contrer la culture du sexisme qui est omniprésente dans le numérique et qui véhicule par ailleurs les violences. Pour revenir au rapport, pour pousser plus loin son engagement, la région mobilise et incite ses partenaires à intégrer les enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les dispositifs qui sont financés par la région.
Là aussi, vous avez un certain nombre d'exemples qui sont repris dans le rapport et dans le document, avec peut-être un accent sur la mobilisation dans le domaine de la culture, en partenariat étroit avec le collectif HF+, la poursuite du travail pour la mise en place de l'égaconditionnalité. Et d'ores et déjà, une clause générale en faveur de l'égalité femmes-hommes qui a été inscrite dans la nouvelle génération des dispositifs pacte et de soutien aux manifestations. Je remercie Delphine Benassi qui a porté ce projet. Par ailleurs, le rapport permet de mettre en visibilité le soutien financier, y compris via les CAPASO, parce que c'est aussi un moyen de soutenir nos partenaires et les associations du territoire. Donc, la mise en visibilité du soutien financier de la région aux associations qui ont pour mission de promouvoir les droits des femmes et d'accompagner les victimes, de lutter contre les discriminations liées au genre. La mise également en visibilité du soutien que nous apportons à des événements d'envergure régionale et nationale. La région a notamment soutenu les 26e journées nationales de l'Association des centres d'interruption volontaire de grossesse et de contraception qui ont été co-organisées par le planning familial 37 et le planning familial 45 en juin, et ça se passait à Tours. C'était symboliquement important pour la région d'accueillir ces journées nationales annuelles, l'année de l'inscription de la liberté de recours à l'IVG dans la Constitution. Et puis ces journées, elles permettaient aussi elles offraient aux professionnels un temps utile pour faire le point finalement sur les besoins et les efforts qu'il reste à faire pour permettre à toutes les femmes d'avoir un accès réel à l'IVG partout sur le territoire. Voilà, je ne serai donc pas plus longue sur la présentation du document, vous l'avez lu, j'espère. Mais en guise de conclusion, puisque nous nous trouvons à quelques jours du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et dans une actualité judiciaire et médiatique choquante, je pense en particulier aux révélations concernant l'abbé Pierre, aux 111 femmes mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons depuis le 1er janvier 2024. Et bien sûr, je pense au procès de Mazan, à la victime Gisèle Pellicot, un procès dont les accusés, outre le mari, sont tous des hommes de tout âge, de toute classe sociale. Certains disent des hommes ordinaires. Ce procès aurait pu être l'occasion d'une vraie réflexion sur les violences sexistes et sexuelles, sur leur ampleur, le poids de la culture patriarcale qui demeure profondément ancrée en France et laisse croire à des hommes qu'ils ont un droit de propriété sur le corps des femmes, continue de perpétuer la culture du viol et laisse progresser le sexisme et la misogynie. Et pour autant, malgré cette actualité et en dépit des plaintes qui explosent, en dépit du nombre d'enfants victimes de violences sexuelles toujours aussi élevé, honteusement élevé, 160 000 enfants victimes chaque année en France, selon la Civise, de violences sexuelles, dont 77% au sein de la famille. En dépit de tout cela, et alors que les besoins sont énormes, aucun débat n'émerge pour s'attaquer réellement au continuum des violences sexistes et sexuelles et mieux prendre en charge les victimes, et sincèrement, je le regrette. Enfin, je veux terminer mon propos par un message de solidarité en direction de toutes les femmes du monde qui sont victimes de violences machistes, avec une pensée toute particulière pour Aou Dariae, jeune étudiante iranienne qui a osé défier le pouvoir théocratique en se dénudant devant son université, un acte qui force l'admiration. Je vous remercie.